l'histoire de la théorie de l'évolution implique deux grands types de découvertes, en fait. Des découvertes néontologiques, qui ont donc trait à des phénomènes directement observables sur les organismes vivants actuellement, et des découvertes paléontologiques. Ces dernières reposent sur les fossiles, et ce sont surtout les fossiles qui ont amené progressivement les opinions scientifiques et publiques à l'idée qu'il y a eu une longue durée avant l'apparition de l'homme, et que les animaux et les plantes qui vivaient à jadis étaient différentes. Par ailleurs, l'étude de ces fossiles a aussi permis de montrer que ceux-ci étaient des ancêtres des êtres vivants modernes. Alors que la compréhension de l'évolution en cours par l'étude des phénomènes néontologiques s'est surtout appuyée sur des découvertes modernes, faites durant ce siècle-ci, et liées entre autres à la biologie moléculaire, à la biologie cellulaire, à l'écologie, à l'éthologie, la paléontologie a donné lieu aux premières découvertes. Et ce sont, sans aucun doute, les fossiles qui ont convaincu les scientifiques et le monde cultivé de l'existence de l'évolution. Les preuves apportées par la paléontologie ont été décisives. C'est l'histoire de ces premiers fossiles que je vais retracer ici, et j'ai beaucoup de chance, comme vous allez le voir, car cette histoire se passe largement en Belgique. On peut dire sans exagérer, d'ailleurs, que c'est par un fossile de chez nous que tout a commencé. L'histoire commence en 1780, dans une carrière de notre pays, l'Autriche, à la montagne Saint-Pierre. Des ouvriers découvrent les restes extraordinairement bien conservés de gigantesques monstres qu'on nomme alors les dragons de Maastricht. En 1794, l'Autriche entre en guerre contre la République française. Le général Jourdan, à la tête des armées de la République, part à la conquête des provinces belgiques des Pays-Bas d'Autriche. J'ai même une illustration sonore. Plus fort le son. Ah, c'est moi qui ai le volume. J'arrête, on reviendra plus loin dessus. Hein? Et c'est pas rien cette chanson, parce qu'en fait, le corps expéditionnaire qui est envoyé vers la Belgique apprend au départ, reçoit les paroles de cette chanson. Et c'est une chanson extraordinaire, puisqu'elle a été l'hymne de la France en parallèle avec la Marseillaise pendant très longtemps. C'est donc un corps expéditionnaire tout neuf, avec une chanson d'attaque extraordinairement enthousiaste, qui rentre en Belgique. Et c'est d'ailleurs une très grosse caractéristique des armées françaises, jusqu'à Napoléon, c'est d'être des armées chantantes. Tolstoï en parle dans Guerre et Paix, ces Français qui arrivent avec l'artillerie, avec les tambours et en chantant, et rien que de les entendre chanter, il y a tout le monde qui s'enfuit. Chose extraordinairement efficace. Bref, le général Jourdan, donc à la tête des armées de la République, part à la conquête des provinces, l'armée marche triomphalement en chantant cette chanson, et à la bataille de Fleurus, la victoire se fait très rapidement. À ce moment-là, dès après la victoire de Fleurus, de la bataille de Fleurus, le corps expéditionnaire se scinde en deux. Une partie, avec le général Jourdan, va vers Bruxelles pour prendre possession de la capitale, ce qui est logique, et l'autre partie part à bride abattue dans la direction de Liège. Ce qui a l'air d'être logique, c'est la deuxième plus grande ville du pays. Mais en vérité, le corps expéditionnaire ne s'arrête même pas à Liège. Il passe d'une traite et il continue vers Maastricht. Ce qui se passe, c'est que le général Kléber, qui est à la tête de cette deuxième partie du corps expéditionnaire, a des ordres très spéciaux. En effet, il a reçu une mission qui a été inspirée par le grand savant Georges Cuvier. En effet, Georges Cuvier sait qu'à Maastricht, on détient les crânes des dragons. Georges Cuvier est alors un homme influent de la République, et cette République se dit encore, à ce moment-là en tout cas, l'ami des savants. Voici un récit de ce jour de l'arrivée des troupes françaises à Maastricht. Le 17 septembre 1794, les troupes de la République française, menées par le général Jean-Baptiste Kléber, ayant repoussé les Autrichiens, firent le siège de Maastricht et bombardèrent le fort Saint-Pierre. La maison de campagne du chanoine dans lequel le crâne était conservé se trouvait près du fort, et le général
informé des circonstances, donna des ordres pour que les artilleurs évitent cette maison. Le chanoine, se doutant de l'objet de cette attention, fit enlever et cacher le crâne dans un endroit sûr de la ville. Après que les Français eurent fini de prendre cette dernière, Fressine, le représentant du peuple, promit une récompense de 600 bouteilles de vin pour la découverte du crâne. La promesse eut son effet. En effet, le lendemain, une douzaine de grenadiers amenèrent le spécimen triomphalement à la maison des représentants. Ils reçurent 600 bouteilles de vin, et ce crâne fut ensuite convoyé au Muséum de Paris. Le crâne y est d'ailleurs toujours, et voilà ce crâne que mes étudiants sont en train de dessiner, comme chaque année d'ailleurs, où je les emmène à Paris, en bonne partie rien que pour ce crâne-là d'ailleurs. Puisque tous les crânes de mosasaures qui étaient au Musée d'histoire naturelle de Bruxelles ont eux été retirés de l'exposition. Il ne faut que très peu de temps à Cuvier pour reconnaître l'animal. C'est un lézard. Un gigantesque varan dont le crâne, en dehors de sa taille, est quasiment identique à celui des varans modernes. Les pattes sont modifiées en nageoires et la queue en battant natatoire. L'animal est donc marin. C'est ainsi qu'il reçoit un nom de baptême parfaitement logique, Mosasaurus, le lézard de la Meuse. Et ceci est en fait le tout premier animal, le premier fossile d'un animal antédiluvien. On veut dire d'un vertébré, pas des petits coquillages à la marque. Pour Cuvier, le gigantisme du crâne et le fait qu'il soit pétrifié, profondément enfoui dans les sédiments, montre bien qu'il a existé une telle faune antédiluvienne, d'avant le déluge, peuplée d'énormes reptiles. On doit aussi se rappeler que Cuvier est l'auteur de la loi sur la corrélation des formes. Grâce à cette loi, Cuvier se fait fort de reconstituer un animal entier sur la base d'une simple dent. Ainsi, dit-il, une simple prémolaire aiguisée peut nous apprendre que son porteur était un mammifère carnassier, de grande taille, ce qui implique aussi qu'il était quadrupède, agile, puissant, rapide à la course. Et c'est donc ainsi, selon lui, qu'on peut se faire une idée assez précise de l'allure générale du porteur de la dent. Lorsque, quelques décennies plus tard, le savant anglais Mantel, grand admirateur de Cuvier, découvre une grande dent bizarre extraite d'une carrière du sud de l'Angleterre, alors il y a toute une histoire romantique comme quoi il était parti dans la pluie pour accoucher une dame qui était de l'autre côté de la forêt, que pour prendre un raccourci, il est passé dans la carrière, qu'il a glissé dans la boue, qu'il s'est rattrapé par terre et que dans sa main, il a découvert, il avait cette main, cette dent extraordinaire, bref. Donc, il examine cette dent et il suit l'exemple de Cuvier en cherchant comme propriétaire potentiel de cette dent un lézard, puisque Cuvier parle de gigantesques lézards antédiluviens. Et effectivement, il trouve que cette dent ressemble assez bien à celle d'un lézard herbivore moderne, en l'occurrence l'iguane. Et il baptise donc son fossile Iguanodon, dent d'iguane. On retrouve d'ailleurs aussi, près de là, un peu plus tard, un fragment de mâchoire énorme et quelques dents aiguës d'un carnivore qu'on nomme Megalosaurus, grand lézard. L'habitude est donc à ce moment-là prise. Tous ces grands animaux antédiluviens sont rangés a priori parmi les lézards. Et leur nom reçoit automatiquement la désinence Saurus. Richard Owen, peu de temps après, invente un nom général pour les désigner, Dinosaurus, terrible lézard. Tout au cours vous remarquez les images qui sont extraordinaires, dans lesquelles vous voyez en bas notamment un Megalosaurus qui s'attaque à un iguanodon. C'est une reconstitution de l'époque, et vous voyez qu'on est totalement dans l'imagerie du lézard. C'est du grand lézard, donc voilà. Celui qui se fait mordre, c'est l'iguanodon. Tout au cours du XIXe siècle se développe la théorie transformiste. Et Darwin découvre enfin un mécanisme valide pour expliquer celle-ci. Il ne publie ce mécanisme qu'en 1859 en le nommant sélection naturelle. Il y a un lieu commun qui représente Darwin découvrant la théorie de l'évolution lors de son voyage aux îles Galapagos, en voyant les différentes espèces de tortues et de pinsons. Rien n'est plus faux. Comme Darwin nous l'apprend d'ailleurs lui-même dans son autobiographie, il explique dans ce document que ce n'est que bien plus tard, en lisant l'œuvre de Malthus, qu'il a inventé le concept. Alors, au même moment, un mathématicien belge, Pierre-François Verhulst, professeur de mathématiques à la toute jeune ULB,
invente en 1835 un modèle mathématique pour rendre compte de la théorie de Malthus. C'est l'équation logistique des populations, ou, encore appelée actuellement, équation de Verhulst. Cette équation est et reste la pierre angulaire de la théorie moderne de l'évolution. Darwin ne manipulait pas les mathématiques comme Verhulst le faisait, mais on trouve dans l'origine des espèces la discussion correspondante. Et notamment, une chose très marrante, c'est que dans les épreuves d'imprimerie du livre qui sont conservées dans, je ne sais plus quel musée d'ailleurs, tiens, on trouve les calculs chiffrés dans lesquels Darwin imagine une population exponentielle d'éléphants qui envahit la Terre. En général, je préfère, avec mes étudiants, utiliser Escherichia coli, le colibacille banal, lorsque je parle de l'équation de Verhulst, et on y voit que, sans limitation, la masse de colibacilles produite par une expansion exponentielle dépasserait largement la masse totale de la Terre en moins de 48 heures. Mais comme vous le savez, heureusement pour nous, d'ailleurs, les ressources des colibacilles sont limitées, même pour des minuscules bactéries, et donc, par conséquent, ils n'envahissent pas la Terre. Ce qu'appelle Darwin la sélection naturelle, c'est l'élimination de ces individus surnuméraires du fait des ressources limitées. J'essaie de faire apparaître ma souris, elle est là. En fait, ces individus surnuméraires qui sont éliminés à cause des ressources limitées, ce sont tous les individus qui sont compris entre ces deux courbes. La courbe bleue, c'est la courbe réaliste de la population réelle des animaux qui s'adaptent, qui remplissent les ressources limitées qui sont définies par la ligne K. Et la ligne verte, c'est ce qui se passerait s'il n'y avait pas de ressources limitées. Et Darwin a cette préscience, mais il n'est pas mathématicien. Et donc, il fait des petits calculs compliqués en multipliant chaque fois par 2 le nombre d'éléphants. Et il se rend compte que, bon, si on laisse les éléphants pulluler pendant quelques années, on va se retrouver avec 2 millions d'éléphants sur la surface de l'Afrique, etc., etc. Et donc, la théorie de l'évolution est née. Et elle repose déjà, et tout de suite en fait, sur un modèle mathématique solide inventé à l'ULB. Ce qui constitue la deuxième contribution majeure de notre pays à l'évolution. Tiens, parlons un petit peu de la théorie de l'évolution, et du mot d'ailleurs évolution. Evolution, en anglais, est un faux ami. Il peut se traduire en français par progrès, par exemple. Tandis que le mot français, évolution, de l'époque, est un mot strictement militaire. En tout cas à cette époque-là. Et qui signifiait les mouvements d'une armée en campagne. Ou le déroulement d'un événement, mais sans aucune notion de valeur. Comme par exemple quand on dit l'évolution fatale d'une maladie. Ça ne veut pas dire un progrès. Ça ne veut pas dire non, ça peut vouloir dire l'évolution d'une maladie, si on le dit comme ça, qu'elle peut aller bien ou qu'elle peut aller mal. Il n'y a pas de notion de valeur dans évolution. Tandis que dans evolution, nettement, il y a la notion de progrès. Darwin, au moment où ce mot apparaît pour la première fois, et où Huxley et surtout Spencer l'utilisent, Darwin n'aime pas ce mot. Son usage lui est finalement imposé par Thomas Huxley et surtout par le philosophe Herbert Spencer. Et ce dernier est surtout un grand promoteur du libéralisme, du capitalisme libéral, et il devient aussi le plus grand des vulgarisateurs de la théorie de Darwin. C'est quelque chose qui m'avait fort frappé, c'est en lisant Jack London. Quand vous lisez Jack London, alors le premier grand auteur américain qui est cité continuellement Darwin en disant qu'il était darwiniste, qu'il était, qu'il était pour la théorie de l'évolution, etc., c'est Jack London. Et il explique, Jack London, dans une de ses œuvres qui s'appelle Martin Eden, il explique comment il découvre la théorie de l'évolution, et en fait, il la découvre comment? En lisant Spencer. Et pour lui, c'est une révélation extraordinaire. Et il en parle autour de lui. Et il se rend compte que plein de gens ont lu Spencer. Et toute sa vie durant, qui n'a pas été extrêmement longue, Jack London parle de la théorie de l'évolution et parle de Darwin. Et dans la préface de son dernier livre, qui est Les Mutinées de l'Elseneur, qu'il écrit, qu'il termine 2 mois avant de se suicider, il dit je suis parti faire un tour autour du monde, en bateau, pour passer le Cap Horn, de manière à me retrouver dans les mêmes conditions que Darwin. Et d'ailleurs, j'ai pris avec moi l'origine des espèces que je n'ai encore jamais lue. C'est un aveu extraordinaire. Ce qui veut donc dire que les Américains, à peu près jusqu'à la guerre de 14, ou jusqu'à la guerre ou à peu près jusqu'à ces années-là, en vérité,
n'ont pas lu Darwin. Ils ont lu Spencer et ils ont cru que c'était ça le darwinisme et la théorie de l'évolution. Donc, ainsi revue par Spencer, la théorie de l'évolution, devenue théorie du progrès, est née. Elle se moule assez bien dans les théories socio-économiques de la révolution industrielle, mais aussi, après quelques frictions, il faut le dire, dans notre imagerie religieuse. En effet, le caractère progressif de la religion, de la création, tel qu'il est présenté dans la Genèse, s'accommode assez bien avec cette mise en évidence par la découverte de la théorie de l'évolution. Certains savants, comme Cuvier, continuent d'imaginer des cataclysmes successifs, des révolutions du globe, dont l'ultime aurait été le déluge. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on accepte facilement l'idée de fossiles, sous la forme de faune antédiluvienne. Mais le monde occidental admet assez rapidement l'idée d'évolution, de progrès, de cheminement global du monde vers un bien. Et surtout, ce qui fait que le monde occidental l'accepte assez bien, c'est que très rapidement, un autre grand savant, qui est Ernst Haeckel, fait un parallèle en fait entre la théorie de l'évolution et cette vieille notion qui est la théorie de la scala naturae, l'échelle de la nature que vous voyez ici, dans laquelle les êtres vivants, se classent du plus inerte et du plus amorphe, la boue en l'occurrence, jusqu'aux êtres les plus organisés, dans une espèce de cheminement logique. Il faut penser ceci, que Aristote, quand il émettait cette idée de l'échelle de la nature, ne voulait pas dire qu'il y avait une transformation des êtres de la boue vers l'être organisé, mais qu'il y avait une espèce d'occupation logique de tout le système. Il y avait un système d'occupation logique du monde. Et en fait, tout simplement, notre ami Haeckel prend la scala naturae et il la redresse. Et ça devient l'arbre, et pour la première fois, il dessine un arbre phylogénétique, vous voyez, à droite. Et quand on met en parallèle l'arbre phylogénétique et une gravure qui représente la Genèse, on remarque que des deux côtés, ici évidemment on termine par Dieu, mais il y a évidemment les hommes qui sont juste en dessous, les Elohim et tout le bazar. Et ici, dans Haeckel, vous avez au-dessus, vous avez mention, les hommes. Et donc, il y a une espèce de progression presque linéaire. Vous voyez que c'est un arbre, c'est presque un épicéa, cet arbre, hein, qui va tout droit vers son sommet. Et d'ailleurs, au bout du compte, l'Église catholique romaine admet cette théorie de l'évolution relativement facilement, en ramenant la Genèse à une simple représentation allégorique de celle-ci. Attention que dans ce système de pensée, il est très important que la succession des espèces procède toujours du remplacement d'une espèce primitive inefficace ou dépassée par un animal plus évolué et qui est plus performant. Et donc, face aux dinosaures fossiles, il était donc absolument important d'un point de vue intellectuel de stigmatiser systématiquement leur inefficacité par rapport aux mammifères. Et dans un premier temps, comme je vous l'ai montré dans les gravures d'Owen, on les a représentés comme des lézards au sens strict, rampants, lourds, lents, stupides. On s'amuse de leur gigantisme, de leur apparente stupidité. Et l'imagerie la plus caractéristique à ce sujet est ce très célèbre déjeuner dans un dinosaure qui s'est passé il doit y avoir une date là-dessus, en 1854, dans les jardins du British Museum, à l'invitation de Richard Owen. Vous voyez, on a construit une maquette d'iguanodon, on a installé des banquettes dedans, et vous avez les grands savants qui banquettent à l'intérieur du dinosaure, et remarquez que ça a quelque chose du chasseur qui triomphe de sa proie. Donc ça marque la victoire finalement du mammifère pensant sur ces connards de dinosaures. En fait, cette vision du progrès, dans laquelle il y a un remplacement progressif des animaux inefficaces par des animaux efficaces, et la vision du déluge, ces deux visions-là sont en fait relativement compatibles. De toute façon, il y a cette idée de remplacement de quelque chose d'ancien inefficace par quelque chose de nouveau et de meilleur. Et pendant tout ce temps-là, on peut encore continuer
pendant longtemps d'ailleurs, pendant plusieurs décennies, on continue à pouvoir tenir l'homme comme une création séparée, car on n'en trouve aucun fossile. Pendant très longtemps. Évidemment, on trouve ici et là quelques fragments. Une dent dans la vallée de Neander. Un petit morceau de mâchoire grand de 2 cm à Mower. Un petit morceau de calotte crânienne, je ne sais plus où, en Angleterre. Bref, on a quelques petits os. Mais en vérité, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On se dit que ça pourrait être humain, mais on n'a absolument aucune idée. Et pendant tout ce temps-là, l'Église peut continuer d'argumenter, en tout cas du caractère divin et unique de l'homme. Mais c'est encore une fois dans notre pays que se fait la découverte qui abolit définitivement cette vision unique et divine de l'homme. En 1882, dans une petite grotte du Namurois, on découvre un fossile incroyable, extraordinairement complet d'une espèce d'homme indéniablement différente de l'homme moderne. C'est l'homme de Spie. Et en fait, ce n'est que par le jeu des priorités du Code international de nomenclature qu'il se nomme homme de Néandertal, parce qu'il y a une dent qui a été décrite et qui était connue déjà de Suisse, de la vallée de Néandertal. Et de 1882 jusqu'à 1909, date de la découverte de l'homme de Pékin, l'homme de Spie a été le seul homme préhistorique entier qui fut connu. Il tombait à pic d'ailleurs, parce que justement Darwin, en 1876, venait de publier une œuvre, The Descent of Man, l'héritage de l'homme, dans lequel il affirmait avec force et arguments, mais sans preuve, que l'homme et les grands singes descendaient d'un ancêtre commun. L'homme de Spie arrivait juste à temps pour étayer cette révolution intellectuelle. Pour la 3e fois en un siècle, l'évolution trouvait des racines maîtresses, matérielles et solides dans notre pays. En 1884, à l'université de Liège, Édouard van Beneden, un jeune et brillant zoologiste, séduit par la théorie cellulaire de Schwann, découvre et décrit la méiose. C'est une découverte de tout premier ordre, d'un impact aussi grand pour la compréhension de l'évolution que celle de Gregor Mendel, à peu près contemporain. Encore une fois, l'évolution dépose une grosse pierre blanche dans notre pays. Mais cela ne va pas sans mal cette fois-ci, car Édouard van Beneden a le malheur, dans un de ses cours de zoologie, d'expliquer que le gosier de la baleine était 3, et qu'il lui aurait donc été impossible d'avaler Jonas, et donc que c'est une fable de la Bible, comme tant d'autres, dit-il. Immédiatement, la Gazette de Liège déclenche une campagne de diffamation à son encontre, qui s'achève dans un procès dans lequel on requiert sa révocation de l'université. Mais l'ULG défend Van Beneden et le conserve à son poste. Mieux, l'université lui confie le projet d'un nouvel institut de zoologie. Il déclenche alors une nouvelle campagne de la presse catholique à son encontre, en ornant à la fin la déventure du nouvel institut de zoologie d'un buste de Charles Darwin. Pourquoi brusquement une telle hargne renouvelée de l'Église à l'encontre de la théorie de l'évolution, qu'elle était à peu près prête à accepter? Mais, et d'ailleurs, de toutes les thèses agnostiques et athées de ce moment d'ailleurs, c'est qu'en l'espace de quelques années, un parti ouvrier est né en Belgique. Et la franc-maçonnerie belge a décidé de rompre totalement ses liens avec un quelconque grand architecte de l'univers. L'Église se retrouve donc brusquement avec 2 grands ennemis nouveaux et vigoureux. Et elle régit par un sursaut de fondamentalisme. Mais l'histoire d'Édouard van Beneden ne s'arrête pas là. Pour aller plus loin, je dois parler d'une autre très grande découverte faite en Belgique. Il s'agit des iguanodons de Bernissart. Alors, en fin mars 1878, à 322 mètres de profondeur, dans un charbonnage de Bernissart, 2 mineurs de fond, Jules Créteur et Raoul Blanchard, font une découverte remarquable. Des troncs d'arbres remplis d'or. Vous imaginez l'événement que ça fait dans la mine. Évidemment, cette découverte rameute tous les porions et puis les ingénieurs qui distinguent assez rapidement, évidemment, qu'il ne s'agit pas d'or, mais de pyrite. Mais en même temps, ils s'accordent à trouver ces résidus qu'un des contremaîtres identifie comme étant des fossiles. Ils trouvent ça fort singulier. On fait venir un expert de fossiles qui n'arrive que le 7 mai.
Parce qu'au moment où on lui transmet ça, c'est le 1er avril, et donc il croit que c'est une blague. Et donc, ce n'est qu'après une insistance lourde du charbonnage que, finalement, Pierre-Joseph Van Beneden, le père d'Edouard Van Beneden, arrive à Vernissart pour examiner ces troncs d'arbres fossiles remplis de pyrite. Et ce zoologiste, le père d'Édouard, identifie correctement les fossiles, comme des fragments de dinosaures. Il s'ensuit une incroyable saga de l'extraction de ces restes. Un autre paléontologue, De Pauw, j'ai oublié son prénom d'ailleurs, descend tous les jours, c'est lui qui avait reconstitué les mammouths, descend tous les jours pendant des semaines en se levant à 5h30 de manière à pouvoir partir avec la première pause du matin des mineurs afin de superviser l'extraction des fossiles, qui est très délicate parce que les fossiles, la pyrite, comme vous le savez, est très instable et donc ces fossiles ont tendance à se désagréger, à tomber en poussière dès qu'on les expose. Et donc il faut les imprégner de place, mais faire tout ça sur place dans la mine et puis les remonter. C'est une opération fantastique. Au bout du compte, il faut une année entière pour parfaire l'opération, y compris d'ailleurs en perçant des galeries supplémentaires. Et c'est finalement, après des négociations délicates, un convoi de 130 tonnes en charrette, vous imaginez, de fossiles emballés qui est acheminé vers l'Institut des sciences naturelles à Bruxelles. Le problème, c'est que l'Institut des sciences naturelles à Bruxelles n'est pas du tout équipé pour le recevoir. C'est encore un tout petit machin, un tout petit bâtiment. Et donc, on stocke tout ça dans la chapelle de Nassau, qui est maintenant incluse au Coudenberg dans la Bibliothèque nationale. Et là, le professeur Louis Delot, qui est professeur de zoologie à l'université à l'ULB, se charge de la reconstitution. Louis Delot fait ça avec une attention tout à fait extraordinaire. D'abord, ça ne lui est jamais arrivé. Il n'a jamais dû reconstruire de fossiles avant. C'est une feuille blanche pour lui dans son esprit. Et donc, il part en utilisant des techniques. Il se dit, bon, comment est-ce qu'on va faire? Alors, comme vous le voyez ici sur cette image, ils pendent chacun des os à des ficelles, en changeant la longueur, etc., pour essayer de les adapter, pour les rendre mobiles, pour essayer de les emmancher les uns avec les autres. On lui envoie des conseils d'Angleterre ou d'autres, mais il ne les suit pas, parce qu'en fait, personne avant lui n'a jamais eu en main un squelette de dinosaure complet. Et en plus, un mélange de squelettes de dinosaures complets. Tous les autres avaient eu des petits morceaux. Ah bon, alors des petits morceaux, une dent, un fémur, c'était relativement facile. Lui est devant une tâche qui n'a jamais été rencontrée auparavant. Il fait ça d'ailleurs de manière extraordinaire. La seule chose, c'est qu'il fait ça de manière tellement extraordinaire et tellement solide qu'un des plus gros problèmes que l'Institut des sciences naturelles a maintenant, c'est qu'on ne sait pas les démonter. C'est qu'ils sont construits de manière rigide et solide, qui fait qu'on peut à peine les bouger. Si on veut changer la position d'une patte, il faut pratiquement détruire le squelette pour arriver à le bouger. Bref, il faut une vingtaine d'années pour faire tout ça. Et au bout du compte, ça tombe bien, il faut du temps, parce qu'on se décide de construire une aile nouvelle, la première grande aile en fait de l'Institut des sciences naturelles, qui est l'aile Jantet, qui va après stocker cette galerie de ce troupeau de dinosaures. Pour la première fois, non seulement on a un squelette entier, mais en plus on en a un troupeau. Et le résultat de ce travail est extraordinaire. Non seulement la Belgique présente les premiers fossiles complets de dinosaures, il faut se dire aussi que ceci tombe durant le règne de Léopold II. Et Léopold II, vous le savez, était un roi. C'est un roi qui avait envie qu'on parle de lui, qui avait envie qu'on parle de la Belgique. C'est un roi qui faisait une publicité à la Belgique extraordinaire. Il est très clair que ceci était un ornement phénoménal pour sa couronne. Mais en plus de ça, et c'est là que Delot est extraordinaire, c'est qu'il a révolutionné complètement la perception qu'on a des dinosaures. Pourquoi? Eh bien parce qu'on le voit immédiatement dans la photo qui est à droite, qui est une photo récente. Ces iguanodons ne sont plus du tout présentés comme des gros lézards, mais plutôt comme des créatures dressées. Quelque chose de tout à fait nouveau.
c'est la première fois en fait qu'on représente des animaux préhistoriques sans les abaisser, sans les faire rentrer par tous les moyens dans des conceptions d'animaux primitifs antédiluviens. Comment voit-on d'ailleurs maintenant les dinosaures? Il a fallu en fait très longtemps pour que la vision moderne des dinosaures tels que Dollo l'a vu, que cette vision s'impose. Il a fallu en fait un bon siècle. Entre-temps, il y a eu une très grande révolution dans l'étude paléontologique de l'évolution. Je vais parler du cladisme ou cladistique. C'est un peu technique d'aborder les fondements du cladisme ici. Disons seulement que cela représente une révolution intellectuelle qui a été apportée par un savant allemand, Willy Hennig, chercheur allemand à l'université de Stuttgart, spécialiste de la paléontologie des insectes. Willy Hennig a des innombrables fossiles de mouches. Mais les fossiles de mouches, en général, c'est un tout petit morceau d'aile avec 3-4 nervures. Extrêmement difficile. Vous n'avez pas les moyens de mettre ça en ordre. Et Willy Hennig invente finalement un procédé mathématique pour reconstruire les arbres phylogénétiques sous une forme nouvelle qu'il appelle cladogramme. Vous remarquez que ces cladogrammes gardent grosso modo l'apparence d'arborescence telle que Ernst Haeckel les avait apportés, mais les fondements de ces arborescences sont tout à fait nouveaux. En effet, alors que Haeckel se fiait à des approximations sur les plus ou moins grandes ressemblances pour faire ces branchements, Willy Hennig utilise un ensemble d'algorithmes mathématiques booléens. Et les caractères qu'il emploie peuvent être mesurés, comptabilisés, ils peuvent même inclure des informations génétiques, si elles sont disponibles. Voilà, on peut maintenant, on a maintenant reconstitué des arbres phylogénétiques, des arbres cladistiques des parentés, des dinosaures, et on peut remarquer que... Ah oui, je fais des sauts dans mes choses. En gros, la grande nouveauté dans ces arborescences est que les oiseaux sont maintenant inclus dans les dinosaures. Au point d'ailleurs qu'un autre chercheur, venu beaucoup plus tard, 1981, Robert T. Baker, proposait de reconstituer carrément les vélociraptors avec comme des animaux vifs et emplumés. Vous devez connaître Robert Baker. C'est lui qui joue le rôle du conseiller scientifique des méchants dans le parc Jurassique 2. C'est un grand bonhomme avec une barbe rousse et une longue tresse dans le dos et toujours un chapeau de cuir. Je vous dis, on ne peut pas le rater, Robert T. Baker. Et donc, après avoir examiné attentivement justement les caractères qu'on peut utiliser dans les cladogrammes de dinosaures, il dit, écoutez, moi je ne vois pas de raison qu'on aurait de ne pas représenter toute une grande partie des dinosaures avec des plumes. Il n'y a pas de raison de les représenter sans plumes. Et depuis, les découvertes fossiles ont donné raison à Baker. En gros, on a retrouvé des fossiles sur une bonne partie des familles de dinosaures. Le premier qu'on ait retrouvé est seulement en 1996. C'est parce qu'auparavant, on n'étudiait pas les petits dinosaures, on étudiait les gros. Mais ce n'est pas du tout les mêmes méthodes. Quand vous récoltez des gros dinosaures, il faut bien vous dire que les dinosaures, c'est un marché. Quand vous voulez faire des fouilles des dinosaures, il y a un commanditaire. Alors le tarif est à peu près 2 millions d'euros pour un brontosaure. On vous dit, je vous donne 2 millions, un musée vous donne 2 millions d'euros, et vous dites, ça va, je vous ramène un brontosaure. On va dans un coin où on sait qu'il y en a, on cherche un petit peu. Comme c'est des gros os, on les trouve relativement facilement, dans le Montana ou le Dakota, ou en Mongolie, et une fois qu'on l'a, on l'attaque. Mais évidemment, c'est des os comme ça se fait au marteau-piqueur, à la dynamite, ça fait des trucs. Évidemment, si vous cherchez des fossiles de musaraignes, avec des crânes qui sont longs comme ça, et des dents qui sont comme des grains de sable, il y a une chance non négligeable que vous passiez à côté avec ce procédé. Et en fait, tous ces petits dinosaures sur lesquels le gros des recherches se fait maintenant, est grosso modo passé inaperçu. Puis, bon, donc maintenant, on en a. Et on en a dans plein de familles.
Au point d'ailleurs qu'on peut s'amuser à venir remettre dans les arborescences, dans les cladogrammes des dinosaures, on peut revenir mettre des caractères comme les plumes. Alors dans le cladogramme que je vous montre ici, vous voyez que l'archéoptérix, tout le monde sait que c'est le premier oiseau vraiment très typique qu'on ait pu voir, mais vous voyez que les dromaeosaurus, c'est-à-dire les vélociraptors ici, sont des animaux à plumes, avec des plumes de ce style-là. On a les plumes en main, des plumes avec un rachis et des barbes. Que les tyrannosaures sont des animaux à plumes, dans lesquels pour la première fois vous avez du duvet, une différenciation entre duvet et tectrice, et vous avez des barbes, mais pas de barbules. Vous allez me dire, des dinosaures à plumes, on les a jamais vus comme ça dans le parc jurassique. Ah ben non, dans les trucs de vulgarisation, vous ne les voyez pas avec des plumes. J'ai envie de dire que d'abord, on ne voit pas les petits tyrannosaures. On vous montre toujours le même, Tyrannosaurus rex. On a maintenant des tyrannosaures d'à peu près toutes les tailles, et les plus petits font 10 cm de haut. Et ceux-là sont pleins de plumes. Etc., etc. Donc, grosso modo, l'idée des dinosaures à plumes est devenue maintenant banale. Et voici une représentation moderne d'un dinosaure. Voilà comment un artiste représente un dinosaure maintenant. Et vous voyez que l'image a totalement changé par rapport à Owen, par rapport au gros lézard, au varan, en fait, du temps d'Owen. Vous voyez un animal vif, avec des plumes, et celui-ci, d'ailleurs, cette espèce-ci, le troodon, est une espèce de l'Arctique qui vivait à des endroits dans lesquels il y avait de la neige au moins 6 mois par an. Bon. Eh bien, figurez-vous que par hasard, je me suis retrouvé en possession d'un exemplaire original, d'un stencil. J'ai oublié de le prendre avec moi. C'est une relique, hein. J'ai un stencil des notes d'une leçon de Louis Dolot. Un original, un truc. Donné à l'ULB en 1892. Et quelle est cette leçon? Deuxième leçon de l'année, octobre. La voilà. Deuxième leçon, cours de M. Dolot. On voit bien que c'est l'écriture soigneuse du technicien à qui on a demandé, à qui Dolot a dit tu me fais des notes pour les étudiants. Vous me faites des notes pour les étudiants. À l'époque, on ne se tutoyait pas. Institut Solvay, 1891-1892, cours de M. Dolot, deuxième leçon, les iguanodons et la théorie de l'évolution. Extraordinaire, je me suis délecté, évidemment, à lire ça. Et la chose extraordinaire, c'est ceci. Alors, regardez bien ceci qui est écrit. On ne peut donc pas dire conclusion, mais les iguanodons et les oiseaux descendent d'un ancêtre commun. Puis il fait l'énumération des caractères nouveaux, des nouveautés, ce qu'on appelle les apomorphies maintenant, etc., etc. On ne peut donc pas écrire iguanodon, oiseau, mais oiseau, iguanodon. Et vous voyez ici, ceci, c'est le premier cladogramme qui ait jamais été fait et proposé. Je découvre, c'est à peu près, vous imaginez ce que je découvre ça donc. Willy Hennig invente la cladistique en 1967. Et il faut encore des années avant que ça... Et je me rends compte, en lisant les notes de cours de Dolot, 1892, ce qu'il expliquait à ses étudiants, c'était les fondements de la cladistique. C'est à peu près comme si un de mes collègues physiciens, relisant les notes de cours d'un prof de physique en 1840, voyait que le prof de physique explique à ses étudiants que vous savez, il suffit de prendre un atome de deutérium et un atome de tritium, et si on les fait se percuter à une chaleur suffisante, ça va fusionner et faire un atome d'hélium, et en dégageant une énergie considérable. 1840. Eh bien, ça me donne la même impression. C'est extraordinaire. Bon. Alors, ceci, pour moi, c'est la 5e grande pierre blanche de l'évolution que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui s'est faite en Belgique. Et donc, au bout du compte, on voit que de très grandes découvertes fondamentales de l'évolution ont eu lieu dans notre pays. Le premier animal antédiluvien, le modèle de base de la théorie de l'évolution, le premier homme préhistorique entier, le premier dinosaure entier, est correctement interprété. La première découverte est la description de la méiose. Mais alors, me direz-vous, si tant de premières découvertes
aussi massues, aussi fortes, aussi probantes ont été faites dans notre pays, pourquoi le nom de la Belgique n'apparaît-il pas en lettres d'or dans l'histoire de la biologie? Pourquoi nos savants n'ont-ils pas fait leur entrée triomphale sur la grande place de Bruxelles ou dans les chariots de feu? Il y a d'abord une impression fausse. C'est que ces contributions à la science de la Belgique se seraient arrêtées brutalement à la fin du XIXe siècle. Non, cela a continué, très clair, tout au long du XXe siècle. Et notre pays n'a pas à rougir de ses savants. Mais plusieurs phénomènes ont cassé l'image du savant chez nous. D'abord, il faut le dire, il y a eu les destructions profondes de notre infrastructure universitaire au cours de 2 terribles guerres mondiales. On peut les matérialiser par les 2 destructions successives de la bibliothèque de l'UCL par les armées allemandes, et en 1914, et en 1940. Et ça d'une manière délibérée et caractéristique, au point d'ailleurs, peu de gens le savent, que cela fait l'objet d'une section spéciale de l'acte d'accusation du tribunal de Nuremberg. Ensuite, le grand public a, plus que chez nos voisins, me semble-t-il, entretenu l'image de savants un peu toqués, peu utiles à la société, plus proches des artistes que des ingénieurs. Évidemment, tout le monde connaît l'image d'Auguste Piccard, et il est clair que c'est Auguste Piccard qui a donné naissance à l'image de Tournesol, ou même l'image de Barabbas dans Bob et Bobette, malgré le fait que notre brave Piccard fréquentait, comme vous le voyez, la reine Élisabeth ou le roi Albert Ier. Le savant Bennet est devenu chez nous une figure de bande dessinée et il est bien volontiers caricaturé, y compris d'ailleurs dans ses difficultés de communiquer avec la presse. J'ai trouvé je recherchais évidemment des images, je retombe là-dessus, c'est extraordinaire. Le discours, c'est assez représentatif. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec un journaliste dans des situations pareilles, dans lesquelles l'incompréhension est totale. Ensuite, il faut dire aussi que la mauvaise réputation est installée des scientifiques, est installée de longue date chez nos politiciens. Au point d'ailleurs que la Belgique, à cause de ça, rate des inventions majeures, comme par exemple l'hélicoptère. Au point que peu de gens le savent, mais que l'ingénieur Florine a réalisé le premier hélicoptère capable de voler longuement et d'emporter une charge. Mais l'armée belge et le gouvernement considérèrent que l'idée était sans intérêt, sans avenir, en 1933. On voit aussi un tas de mesquineries, petits esprits, très caractérisés, qui ont par exemple accompagné la découverte des iguanodons. Ainsi, durant tout le temps de l'extraction des iguanodons hors du charbonnage, ce charbonnage a été arrêté, ce qui a coûté à l'exploitant 1 million de francs de l'époque. C'est d'ailleurs connu comme un des rares cas de pleine contribution désintéressée d'un industriel à la recherche fondamentale. Détail navrant. L'État français a offert 1 million de francs or, afin d'obtenir, c'est-à-dire en fait, c'est offert de couvrir tous ses frais, à la seule condition d'obtenir un seul des 23 squelettes extraits. Mais l'État belge a interdit cette transaction. Mieux, pire, pour arriver au comble de la mesquinerie, l'exploitant a été condamné à verser 29 000 francs d'amende administrative pour avoir interrompu l'exploitation du charbon en violation du contrat de concession. Quant aux pauvres mineurs, auteurs de la découverte, malgré leur requête pour obtenir une pension, ils moururent dans la misère au début de la Première Guerre mondiale. Il y a encore eu bien d'autres aspects navrants dans l'affaire des iguanodons. C'est tout cela qui a amené Marcel Lefebvre à écrire une complainte de l'iguanodon en 1912. Voici les 2 premiers couplets qui vont me permettre d'ailleurs de terminer en musique. Pitié pour un iguanodon qui fut gracieux et mignon, qu'un œuf de rhinocéros, qu'a plus même la peau sur les os, qu'on exhuma comme par hasard
du sol tout près de Bernissard, où ce qu'il avait pourtant acheté une concession à perpétuité. Pitié pour un iguanodon qu'on exhibe dans une collection, où ce qui vient un tas d'abrutis qui contemple ses abattis. Les indices c'est un kangourou, les comédies c'est le loup-garou. Un piou-piou qui est très éduqué dit à sa bonne c'est fabriqué. Mieux que ça c'est les 2 premiers couplets. Mais le dernier couplet, je peux vous le chanter moi-même. Pitié pour un iguanodon qui par sa naissance est wallon, qui 3000 ans eut sur les reins, plus de 300 mètres d'humus borin. Ça fait rager les flamingants, que les sauriens wallons soient si grands, alors qu'on trouve sur le sol flamand des arêtes de raies ou de harengs. Et donc, hélas, déjà en 1912, dans l'esprit populaire, une des plus grandes découvertes scientifiques de l'époque s'étouffait en querelles et disputes communautaires. Merci de votre attention. Alors avant de demander à Pierre de nous chanter un deuxième couplet, on va peut-être passer à la séance de questions. Qui ouvre le bal? Monsieur Alexandre. Merci. Ce ne sera pas une question, je voudrais embrayer sur ce que Pierre vient de dire. Sa position est un petit peu, je dirais, fataliste, et c'est un petit peu regrettable de se dire que dans notre pays, alors qu'on a fait de si belles découvertes, on n'a pas été glorifié comme on aurait pu l'être. Je voudrais peut-être rappeler, mais il le sait sans doute, que quelqu'un a rendu hommage à un Belge. Et ce quelqu'un, c'est Charles Darwin. Dans son introduction, dans l'introduction historique de l'origine des espèces, il rend hommage, 4-5 lignes, à un certain Jean Domalius d'Alloy, géologue, membre et président de l'Académie royale de Belgique, qui fut sénateur, qui fut gouverneur de la province de Liège, et qui avait, dans une communication qu'il a publiée à l'Académie des sciences de Belgique, de Bruxelles, disait-on à l'époque, un petit article en 1846, enfin très tôt finalement, affirmant qu'il était peu vraisemblable que les espèces avaient été ainsi créées indépendamment les unes des autres, qu'il y avait un continuum et une évolution, et c'est une idée qu'il avait déjà annoncée en 1831. Je trouve que c'est quand même pas mal. Alors cet Domalius d'Alloy, plus personne n'en parle. Il est géologue de formation, il a travaillé en France, mais enfin c'est un Belge, un vrai Belge, né à Alloy, près de Ciney. Je crois que ça fait peut-être, ça met un peu de baume sur le cœur de se dire que Darwin a quand même cité un Belge dans son ouvrage. Voilà, je voulais apporter cette petite information que Pierre connaît bien sûr, mais oui, ce n'était pas l'objet. Tous ces, quand même, hein, tous les Belges dont j'ai parlé, ils sont connus. Hein. Il ne faut pas dire que ce sont des inconnus. Louis Dollo, c'est très simple. Quand vous prenez un logiciel de cladistique moderne, il y a une petite option, un peu obscure d'ailleurs. Il est marqué Dollo, Enable Dollo, avec une petite coche. Alors si vous cliquez, ça veut dire que vous utilisez la règle de Dollo ou bien vous ne la mettez pas. Mais la plupart des gens ne savent plus qui est Dollo. On sait bien que simplement Dollo, pour la plupart des biologistes du monde, Dollo c'est l'option avec réversion ou pas de réversion dans la théorie de l'évolution. Et en fait, comme la méiose, je me rends compte en faisant ça, si vous voulez, que pratiquement tous les chapitres de mon cours consacrés à la théorie de l'évolution ont commencé par des découvertes qui ont été faites en Belgique. La paléontologie, évidemment, l'équation logistique des populations, qui est vraiment le noyau dur de la théorie de l'évolution, la méiose, on s'est dit, tiens, quand même, ça fait quand même une bonne partie des chapitres de fondation de la théorie de l'évolution. Et c'est quand même extraordinaire. Et oui, bon, Darwin a fait beaucoup de choses, type génial. On a eu des gens géniaux en Belgique, mais on ne les a pas mis en valeur du tout. Ça vaut la peine, par curiosité, amusez-vous, cherchez homme de spi sur Internet. Et vous allez être consterné. Il y a une petite association
de la grotte de Spie, qui se consacre à des balades adeptes autour du massif. Il doit y avoir les amis de l'homme de Spie qui organisent de temps en temps des guindailles dans la région de Florène et de Spie, et je crois que c'est à peu près tout. Hein, on n'arrive même pas à faire 2 pages, hein, ça fait une petite page. Et c'est à peu près comme ça pour tout. Je ne vous parle même pas des hélicoptères Florène, hein, des hélicoptères de Florine. Hein. Qui sait dans le monde, tout le monde parle de Sikorsky, mais c'est parce que lui, il est émigré en Amérique, et il s'est fait les couilles en or en vendant des hélicoptères à l'armée américaine. Florine, il est resté en Belgique. Hop, disparu, oublié. Et c'est à peu près comme ça pour tous nos grands savants, finalement. Deuxième question, ou deuxième commentaire, suggestion? Oui. Au sujet des dinosaures qui sont gigantesques, est-ce que leur disparition n'est pas due plutôt à des changements climatiques au cours des siècles, plutôt que ce qu'on invente qui est très peu crédible, qu'une comète serait venue percuter la Terre et aurait fait disparaître les dinosaures? Ça me paraît très peu plausible, mais ce qui serait très vraisemblable à mes yeux, c'est que, étant donné les changements climatiques, il n'y avait plus assez de nourriture pour ces animaux gigantesques. Si je commence là-dedans, il y a de mes étudiants qui savent que si je commence là-dedans, je suis parti pour des heures. Il n'y a maintenant plus aucun doute sur la cause de la disparition des dinosaures. Non seulement on sait que c'est une météorite, mais on sait quelle est sa composition, on sait quelle est sa masse, on sait quelle est l'inclinaison de sa trajectoire au moment de percuter la Terre, on sait à peu près la vitesse qu'elle faisait, on sait, et on peut même dire à peu près à quelle saison elle est tombée. Pour la date exacte, là, on cherche encore. Donc il y a vraiment... Et on sait exactement où elle est tombée. Et on sait exactement quels dégâts ça a provoqué à l'époque. Et un des étonnements, c'est de se dire qu'il y a quand même eu des bêtes qui aient survécu. Au bout du compte, on se dit, on l'a échappé belle. Et encore, c'était une relativement petite météorite. Il y en a une plus grosse qui est tombée au Permien. Et celle-là est beaucoup plus difficile à tracer. On a beaucoup moins de sédiments. On a beaucoup moins d'endroits où on peut chercher. Et visiblement, celle-là a laissé... La météorite de la fin du Crétacé était une météorite qui était très lourdement chargée en métaux lourds, c'est le cas de le dire. Et donc, ces métaux lourds, on a pu les tracer un peu partout sur la surface de la Terre et calculer la masse de ces résidus. Mais par contre, visiblement, celle qui est tombée à la fin du Crétacé, là, elle est beaucoup plus énigmatique. C'est peut-être une très grosse comète, pleine d'eau, on ne sait pas. Mais, alors bon, il y a eu des changements climatiques énormes. Ces changements climatiques ont eu lieu bien avant la fin du Crétacé. Pour vous donner quand même une approximation, et ça fait pas tellement longtemps que c'était calculé. En gros, la température moyenne de l'océan Atlantique à la fin du Jurassique se baladait aux environs de 40 degrés. Alors que maintenant, quand vous baignez dans la Manche, il faut attendre les beaux jours de l'été pour que l'eau arrive à 18 degrés. Hein? Et bon, elle arrive parfois à 20 degrés, mais pas souvent. Rendez-vous compte, donc l'eau de l'Atlantique Nord était à 40 degrés à l'époque au Jurassique. Mais à la fin du Crétacé, pas. À la fin du Crétacé, donc bien avant, au moment des Tricératops et des Tyrannosaures, les Tricératops et les Tyrannosaures vivaient dans un paysage extrêmement proche du paysage actuel. Ils mangeaient de la luzerne et du trèfle dans les clairières de forêts d'érables et de hêtres. Et entre leurs cornes jouaient des petits lémuriens. Et ils faisaient fuir des animaux qui ressemblaient à des lapins, qui étaient des multituberculés, mais enfin, grosso modo, tous les ordres de mammifères étaient apparus, et les fleurs de trèfle étaient butinées par des gros bourdons, dont on ne connaît pas la couleur. On sait qu'il y avait des bourdons, mais on ne connaît pas leur couleur. Voilà, je pense avoir répondu. Oui. Je vous laisse ajouter un petit commentaire à la question et à la superbe réponse de mon ami Pierre concernant les théories qui ont circulé. Et ce ne sont pas des théories nécessairement fantaisistes a priori, ce sont des gens très sérieux qui les ont colportées.
l'impact d'une élévation ou d'une diminution brutale de la température. Comme on était intimement convaincus que les dinosaures, c'est bien connu, et ça s'enseigne encore, ça s'enseigne dans les écoles de mon temps en tout cas, j'espère qu'on en a terminé avec cela, ce sont des lézards, c'est des grands lézards, donc ce sont nécessairement des reptiles comme les crocodiles et autres. Résultat, on se dit, mais ces dinosaures devaient avoir un déterminisme du sexe qui correspond à celui des crocodiles. Ça, peut-être peu de gens le savent, mais c'est pas comme nous, tout dépend de la température d'incubation des œufs. Et donc des gens très sérieux ont dit, eh bien voilà, on a l'explication, les dinosaures ont disparu de la surface du globe parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus que des mâles, ou plus que des femelles, plus aucun accouplement possible, disparition. Et ce sont des écrits sérieux dans des revues, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Donc ça, ce sont deux a priori. Le premier, c'est que bien évidemment, le dinosaure ne peut pas faire autrement que le crocodile et certains lézards. Deux, la température a un impact sur le sexe. Et comme il n'y a plus que des dinosaures du sexe mâle, immanquablement, l'espèce a disparu. Autant vous dire que ça, c'est de la plus haute fantaisie. Mais il fut un temps où, et je crois même l'avoir, oui, je l'avoue, il y a 20 ou 30 ans de ça, j'ai dit ça à mes étudiants à l'ULB. C'est dire qu'il y a une génération d'étudiants qui a été sacrifiée sur l'autel de la bêtise, mais voilà, c'est ainsi. Mais cette histoire il y a encore une autre chose aussi qui a été découverte et qui a été... Ça, Dollo ne le savait pas du tout, mais qui a été démontré notamment par Robert T. Baker, le savant à la tresse rousse. C'est que les dinosaures sont des animaux à sang chaud, qui sont des animaux à sang chaud pratiquement depuis la mi-jurassique. Et par ailleurs, d'autres savants, donc Bernd Heinrich, a montré finalement que, en gros, la très grande majorité des animaux sont des animaux à sang chaud. En gros, chez les insectes, les coléoptères, les lépidoptères, les diptères, donc les mouches, les scarabées, les papillons, et les guêpes et les abeilles sont des animaux à sang chaud. Les dinosaures l'étaient sans aucun doute. Les grands dinosaures, les oiseaux le sont toujours, tous, sauf un. Les mammifères le sont tous, sauf un, le rat taupe. Et alors, ce qu'on vient de découvrir, il y a une grande tortue qui est à sang chaud, la tortue lutte, c'est un animal à sang chaud. Et alors, on vient de découvrir, je viens de lire, c'est que la tortue molle de Chine, qui vit dans l'Ussuri, dans le nord, notamment en Russie, c'est un animal à sang chaud. Moi, je tombe toujours mon cul par terre quand j'apprends qu'une tortue est un animal à sang chaud. Ça m'étonne, mais bon, c'est comme ça. En fait, on en découvre tout plein. Une autre question ? Oui. Oui, je voudrais revenir sur l'homme de Spie. Bon, vous avez dit effectivement, j'étais voir sur Internet très peu d'informations. D'une part, je suppose qu'on s'est daté très précisément maintenant à l'âge de l'homme de Spie. Deuxièmement, qu'en était-il à l'époque? Vous avez parlé d'une dent de néandertalien. Est-ce qu'à l'époque, on faisait déjà une distinction entre les néandertaliens et les Cro-Magnons? Je ne suis pas sûr. Et est-ce que donc à l'époque, l'homme de Spie était bien remis au niveau de datation, quoi? Non, évidemment non, parce que la datation, c'est probablement la chose qui a... En fait, pour faire des bonnes datations, il a fallu qu'on invente la datation par radioisotope. Tant qu'on n'a pas eu des radioisotopes, et encore, non seulement les radioisotopes, mais une méthodologie extraordinairement propre et précise pour les utiliser, on n'a pas pu faire des datations. On n'a pu faire que des datations relatives, approximatives, avec des petits trucs à gauche, et on a simplement vu qu'ils étaient là depuis avant les Cro-Magnons. Et il faut bien se dire que on a d'abord trouvé, quand on a trouvé ces choses, on s'est dit, tiens, voilà un homme qui est différent de l'homme de maintenant. On l'a appelé Neanderthalensis. On a pensé que c'était une espèce bien différente, notamment parce que sur cette calotte crânienne, il y a ces gros sourcils très caractéristiques. Et puis on s'est demandé ce que c'était. Puis on a trouvé, donc en 1909, l'homme de Pékin, qui s'appelle maintenant... ça y est, j'ai oublié, tiens maintenant. C'est l'Homo erectus, si mon souvenir est bon. Et puis alors après, dans les années 40 et 50, on a trouvé les hommes en Afrique, Homo habilis, les australopithèques, tout le bazar. Maintenant, on en a plein des fossiles d'hommes. On en a plein, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Mais à cette époque-là, pendant à peu près 40 ans, donc, on n'en a eu qu'un. On n'avait qu'un seul squelette. Et la seule chose qu'on pouvait dire, c'est qu'avant, il y a longtemps, il y avait, et à peu près du temps des mammouths, puisque notamment des mammouths, des aurochs et des rhinocéros, et tout, parce que dans la grotte, dans les mêmes sédiments
que l'homme de Spie, il y avait des restes amenés notamment par l'homme de Spie en mangeant, hein, des restes, des vestiges donc d'autres animaux, des animaux glaciaires. Donc c'est tout ce qu'on a pu dire à l'époque. On s'est dit, il y a longtemps, il y avait une autre espèce d'homme. Alors après on a discuté, et on est encore en train maintenant de discuter de ce que c'était que l'homme de Néandertal. Il y en a qui disent c'est une simple sous-espèce de l'homme, c'est une petite population locale. Puis il y en a, vous n'imaginez pas, j'ai encore eu une discussion 1 heure avec un de mes étudiants hier, parce qu'il y a une découverte récente qui a été faite sur l'homme de Néandertal. On commence à retrouver, si mon souvenir est bon, on a retrouvé des petits morceaux d'ADN utilisables dans le fond d'une dent d'un homme de Néandertal, et hop, ça fait qu'on peut cloner, on peut étudier le génome, des petits morceaux, on en apprend un peu plus. Mais la datation, ça, c'est quand on a fait le carbone 14 qu'on a commencé. Donc, ça veut dire 1948, 49, si mon souvenir est bon. Une autre question? Ok, bon, je pense qu'on va arrêter ici. Oui, Pierre demande un bis pour la chanson. Ah, non. Là, tantôt, j'étais chaud. Oui, une question ici. Ah bon, pardon. C'était juste pour savoir où en étaient les projets de recreuser à Bernissart. Oh là là. Ça, c'est un espèce de... Ça fait partie des grandes misères de toute cette histoire des iguanodons. On sait, grosso modo, parce qu'on a fait suffisamment de sondages, que le gisement, qu'on a exploité un 3/100e à peu près du volume global du gisement. Donc ça veut dire que si on retourne là, on va ramasser des dizaines d'iguanodons et plus des tas d'autres choses, parce qu'il faut bien vous dire qu'on a trouvé des iguanodons, mais on a trouvé un paquet d'autres animaux. C'est un des gisements de cette partie-là, de ce temps-là, qui est le plus riche du monde. C'est ça, on est au début du Crétacé, au premier tiers du Crétacé, on n'a pas grand-chose dans le monde. On sait que si on creuse, on va remplir des musées entiers avec ce qu'on va trouver. Seulement, il faut faire un trou. Alors, les Allemands ont essayé, pendant la Première Guerre mondiale, donc le charbonnage a été arrêté aux alentours de 1900-1905. Les Allemands ont essayé, pendant la Première Guerre mondiale, de remettre ça en œuvre, mais il faut dire qu'ils étaient obligés d'utiliser des ouvriers locaux, et que les ouvriers ont montré qui était à l'époque très patriote, on était très patriote à l'époque, on fait ça en tirant la langue, en faisant le moins possible, en sabotant plus ou moins, de telle sorte que finalement, je crois que c'est au mois de juillet ou août 1918 que enfin ils ont réussi à creuser une galerie qui allait pouvoir, dans les mois qui suivent, leur permettre d'avoir les premiers fossiles. Et puis alors, évidemment, comme la fin de la guerre arrivait, on a resaboté la galerie de manière à ce qu'elle soit inutilisable par les Allemands. Puis il y a eu des velléités de recreuser, mais chaque fois, c'est tourné en eau de boudin dans des querelles politico-locales. Récemment encore, mais je crois que tous les 20 ans, ça revient. Mais une des grosses caractéristiques, moi, qui me navre, et remarquez-le bien, et on l'a constamment, c'est que on ne prend jamais, quand on fait une institution scientifique en Belgique, on ne le fait jamais pour une raison scientifique, ni pour une raison pédagogique, mais pour une raison politique. On vous fait un centre de recherche dans les Hainaut, pas parce que ça va être bien scientifiquement, ou parce que ça va être bien pédagogiquement, mais parce qu'il y a des subsides européens. Et donc, on va avoir l'occasion de pouvoir dissiper une grande quantité d'argent de la communauté européenne, ou bien parce qu'il y a un terrain qui a été prêté ou qui a été donné par telle commune, ou telle commune, ou telle commune, et que telle commune, c'est le frère, ou le neveu, ou l'arrière-petit-neveu, ou le cousin, ou le mari de la petite amie de... Enfin, vous imaginez la complication que ça peut être. Vous connaissez, on entend ça tout le temps. Bien, alors avant de remercier une dernière fois Pierre Asmon, je vous annonce juste la prochaine conférence qui aura lieu dans 2 semaines. Peut-être, Monsieur Alexandre, vous voulez peut-être redire un mot sur votre exposé dans 2 semaines? Oui, je sais, mais ça fait partie du jeu aussi. Voilà. Alors l'exposé sera... Il ne sera pas question de fossiles du tout, il sera question de l'apport à la théorie d'évolution, comme on l'appelait, de 2 disciplines
des sciences de la vie, l'une étant l'embryologie, et je reprendrai, je pense que le début de mon exposé, ce sera probablement illustré par le portrait de Haeckel, qui est à l'origine d'une théorie dont je vous parlerai là, dans 15 jours, pas aujourd'hui, pas un mot aujourd'hui, sinon vous ne venez pas. Et puis j'embrayerai sur les découvertes récentes de la génétique du développement et comment on peut retracer les arbres phylogénétiques ou les cladogrammes uniquement en comparant les séquences dans l'ADN au niveau des gènes qui déterminent le développement embryonnaire. Donc c'est vraiment un travail d'embryologiste. Et quelques mots aussi sur l'apport de la biologie cellulaire et moléculaire, notamment dans la recherche du fameux Luca, le premier être vivant qu'on ne connaît pas, mais il y a des indices. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Mais je prépare pour l'instant. Merci. Voilà. Merci beaucoup Pierre, et dans 2 semaines. Oui, dernière chose, merci à Alain qui est dans la régie, qui filme tous nos exposés. Donc progressivement tout ça sera mis en ligne, on a commencé à le faire, donc un peu de patience. Voilà, à bientôt, merci, bonne nuit.